Samedi. La petite dame de la 35 passe me demander sa clé en début d'après-midi, mais reste plantée devant moi à la tripoter d'un air soucieux. Ça va ? Ben, vous vous rappelez l'autre fois, j'avais mal au ventre, tout ça. Ah oui, je me souviens de ça. Ça va mieux au fait ? Vous avez pu voir le toubib ? Ben, en fait, Enfin, vous voyez, je m'en doutais un peu, vu qu'au début que j'étais enceinte de ma fille, ça m'avait fait un peu pareil. Enfin bref, du coup, j'ai fait un test, puis voilà, quoi, la totale. Je suis encore enceinte, quoi. Ah, Ouais. et vous avez quelqu'un à qui en parler ? Vous avez trouvé où être suivi ? Ben, j'en ai parlé à une copine, puis elle m'a dit que... Enfin, faudrait que je... Enfin, je sais pas trop, quoi. Écoutez, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous voulez faire. Mais faut pas que vous restiez toute seule avec ça, d'accord ? Faut en parler avec des gens capables de vous conseiller, au moins de vous renseigner. Bah ouais, mais je... Bougez pas, je vais tâcher de vous trouver ça. Les services gynéco prennent tous seulement sur rendez-vous, forcément. Je lui note quand même les coordonnées, même si je doute qu'elles s'en servent. Je rajoute aussi celle de Médecins du Monde, mais surtout, en gros, avec horaire d'ouverture et tout le tout-team, celle du planning familial. Je cherche l'adresse, la marque d'une grande croix sur un plan de la ville que je lui donne avec le papier. C'est tout près d'ici, voyez ? Mais ça ouvre que lundi. Mais eux, je suis sûre qu'ils pourront vous orienter. Vous en faites pas, ils vont pas vous emmerder, ils sont pas là pour ça. Vous pouvez y aller tranquille. D'accord, merci beaucoup. Allez-y lundi, d'accord ? C'est gratuit, tout, je vous jure qu'on vous demandera rien. Vous allez y aller, hein ? Oui, oui. J'ai les jambes en coton au moment où je la vois glisser en trombe vers l'ascenseur. Un sentiment d'impuissance, comme un grand vide. Ça, plus le fiasco du SAMU de l'autre jour, pour ne prendre que ces exemples-là, franchement, quelque chose déconne à plein régime, quelque chose qui me déchire la poitrine. Il faut que j'agisse, là, maintenant, tout de suite. Je ne peux pas laisser passer les choses comme ça. Non, certainement pas. Mais quoi faire, bordel ? Quoi ? Je suffoque derrière mon minuscule comptoir. Je suffoque de rage et de désœuvrement. Car entre les moments intenses, il y a toujours ces déserts de silence. C'est comme si j'attendais la prochaine catastrophe, là, sagement, fidèle au poste. Sauf que là, j'y arrive pas. J'ai un besoin impérieux de faire une grande brasse à contre-courant pour éviter de me sentir broyée par cette machinerie inhumaine. Au lieu de ça, je fais un truc qui peut sembler dérisoire. Je liste les services indispensables dont j'ai pu avoir besoin, ici ou ailleurs, comme, tout d'abord, les urgences spécifiques en psychiatrie, maternité, etc. Et puis, tout ce qui n'est pas encore de l'ordre de l'urgence absolue quand on le réclame, mais pourrait très vite le devenir si on ne fait rien, comme c'est majoritairement le cas ici. Case santé, planning familial, centre de distribution de bouffe, de fringues, éducateur, centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Et je cherche toutes les adresses, les numéros de téléphone, les horaires d'ouverture, les conditions d'admission s'il y en a. Au bout du compte, j'y passe presque tout l'après-midi. Une fois ce boulot terminé, je lève le nez de mon écran et constate, une fois encore, à quel point on est à côté de nos sandales ici, avec nos brochures pour visiter le château de Carcassonne, pour faire une session complète à Caliceo ou un gueuleton à l'Entrecôte. Mais quand bien même, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour redresser la barre, et que si j'arrive à convaincre les collègues, on pourrait progressivement proposer un service au moins un peu mieux adapté aux résidents. Je suis dans cet état d'esprit quand arrive Firmin pour prendre la relève. Je suis simplement un peu gênée par la présence de Gérard qui, comme à son habitude, est sorti de sa boîte pile à l'heure du changement de service. Et j'ai soudain l'impression de me retrouver piégée dans une pièce de Ionesco, mais en mal écrite, surjouée, mal mise en scène. Grand bal de l'hôtel Paradoxicon. Acte nul, scène 00. Firmin, écœurement blasé qui pourrait passer pour du calme. Gérard, hystérique tonitruant. Et moi, à bout de nerfs, à chercher d'ultimes restes de patience. J'essaye rapidement de montrer mon fichier texte à Firmin pendant que l'attention de Gérard est momentanément détournée par un résident qui passe. Firmin est presque collé à moi pour regarder discrètement le poste sans attirer l'attention. Puis, progressivement, Gérard se glissera vers nous jusqu'à nous marcher presque dessus au moment où il intervient. « Regarde, j'ai commencé à faire ça aujourd'hui. J'ai pensé que ça pourrait servir. » Numéro utile ?
Oh, c'est pas mal ça. En plus, t'as mis les adresses et les heures d'ouverture, tout. Donc là, par exemple, t'as les trucs de soutien psy, le planning familial, la case santé, tout ça. Et puis ce que j'ai mis en jaune, c'est les urgences graves. Psychiatrie, maternité. Et là, gastro, c'est quoi ça? Ça, c'est le standard de gastro-entérologie de Rangueil. C'est pour la 53. Il est suivi là-bas, mais il a beaucoup de soucis post-op et il parle pas un mot de français. La dernière fois, le 15 a mis 2 heures avant d'envoyer une ambulance pour l'emmener. Et tiens, justement, à Rangueil, Ah mais non, hein. Sa Fred, elle voudra pas, ça. C'est à eux de se démerder. Tu supprimes ton truc. Gardons-le, on verra bien ce qu'elle dit. Nous, on appelle le 15 et puis c'est tout. Après, ça fait des histoires de responsabilité, tout ça. C'est à eux de se démerder. mais là, c'est pour les urgences vitales. Dans ces cas-là, si tu fais rien, c'est de la non-assistance à personne en danger, Gérard. C'est la loi, putain. Ah ouais? Fais voir un peu ton truc. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et là, ça c'est quoi? Ah ouais, ouais. Tu vois, j'ai tout classé en fonction de ce qu'on pourrait avoir besoin de chercher. Le but, c'est qu'on puisse tous s'en servir et qu'on ait tout sous la main si des fois on a une galère qui nous tombe dessus. Et tu l'as rangé dans quoi? Ah d'accord. Mais tu sais quoi? On pourrait carrément l'imprimer et l'accrocher quelque part au mur. Ça serait encore plus simple. Quand je pense qu'il n'y a pas 5 minutes, vous vouliez tout effacer. Et voilà que maintenant, vous voulez l'afficher. Il a raison. Je repars chez moi avec un drôle de goût dans la bouche, un peu déstabilisée. Contente d'avoir finalement réussi à imposer mon truc après m'être fait envoyer chier, et incrédule d'avoir dû batailler pour faire accepter un petit papier tout simple, mais selon moi essentiel, et qui aurait toujours dû être là. Décontenancée aussi, et une fois encore, vis-à-vis du comportement de Gérard et de ses sautes d'humeur imprévisibles. Puis, j'ai un gros tilt. Je savais bien que son attitude, capable de passer sans transition du gars serviable et avenant au yéti infréquentable, me rappelait quelque chose. Quand je travaillais en auberge, on appelait ça le syndrome Jack Nicholson, en référence au film de Kubrick. On vivait sur place, on restait en vase clos, toujours plus ou moins sur le qui-vive des fois qu'il se passe un truc, jamais vraiment off. Je dormais à côté de la réception, comme Gérard. Et, comme me l'avait prédit mon pote qui avait déjà observé ce phénomène plusieurs fois, au bout d'1 an et demi, j'étais devenue particulièrement irritable et je faisais des fixations sur des choses insignifiantes qui prenaient à mes yeux une importance disproportionnée. Pour les collègues, idem. Peut-être Gérard est-il en train de vivre la même chose ? Dimanche, 7h20. Une femme emmitouflée s'approche de la réception, le visage chiffonné de quelqu'un qui n'a pas ou peu dormi. Je ne la connais pas. Elle me réclame un café. Alors qu'elle me glisse la monnaie, j'aperçois d'innombrables marques sur ses mains. Maladie de peau ? Piqûre d'insectes ? Difficile à dire. Elle s'attarde au comptoir, cherche la conversation. Je suis arrivée cette nuit. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on s'est jamais vu. Oui, c'est à cause de mon conjoint, quoi. On m'a dit de venir ici, mais j'ai personne à qui en parler. Puis du coup, j'ai pas dormi cette nuit. Je suis encore toute chamboulée. Mais vous avez pu parler avec personne du coup ? Aussi, votre collègue a été très gentil. Il m'a laissé rester un peu vers lui et il m'a dit d'appeler le 3919. Il s'est pas foulé, le firmin, je me dis à part moi. Ah ouais, mais le 115 vous a pas donné les coordonnées d'une assistante sociale ou quelque chose ? Un soutien psy, par exemple ? Non, juste les flics, quoi. Ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient. Du coup, je sais pas bien quoi faire, quoi. Misère. Avec un soutien pareil, tu m'étonnes que les gens rechignent à appeler à l'aide. Et qu'est-ce que je peux faire, moi ? Au moins, ma feuille de l'autre jour avec les numéros va être vite amortie. Bon, tendez voir. Il doit bien y avoir une asso ou quoi qu'on pourrait contacter, je pense. Tenez, voilà. Je vous note les coordonnées. Ah, merci, c'est vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup. Non, c'est même moins que le minimum, à mon avis. C'est pas l'hôtel qui est une maison de fous. Le problème est encore plus vaste. Ah, et si je pouvais vous demander une dernière chose ? Oui, bien sûr. J'ai un ami qui devrait passer me voir dans l'après-midi. C'est possible ? J'ai pas le droit de le laisser monter dans la chambre, mais si vous voulez le voir ici en bas, je devrais pouvoir m'arranger. Parce que vous comprenez, on ne sait pas trop où se voir, il fait froid dehors. Et chez lui, c'est la galère. Et j'ai tellement besoin de parler à quelqu'un. J'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Bien sûr, on s'arrangera.
Merci. Bon, je pense que je vais aller essayer de dormir un peu. Oui, vous avez raison. Reposez-vous, vous y verrez sans doute plus clair après. Oui, merci encore en tout cas. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Une immense lassitude m'envahit après son départ et je commence à me demander si les marques que j'ai vues sur ses mains n'étaient pas des brûlures de cigarettes. Comme tout est encore désert à cette heure-ci et que le téléphone reste muet, je ressors mon livre pour tenter de chasser les araignées noires qui commencent à tisser leur toile dans ma tête. Au terme d'une matinée des plus banales, elle revient, l'air en un peu meilleure forme. Vous avez pu dormir ? Oui, je me sens un peu mieux. Ça fait plaisir à entendre. Mon ami devrait pas tarder. Je suis contente qu'il vienne. On s'est connus à l'hôpital, vous savez. Ah oui ? Oui. Avant, j'étais directrice adjointe dans une boîte et puis, enfin bref. Je l'ai rencontré là-bas et on a sympathisé. Il a une histoire pas banale. En fait, c'est une fille qui voulait devenir un garçon. On appelle généralement ce processus et les personnes qui y ont recours F2M. Et en effet, on ne peut pas dire que ce soit très répandu à l'échelle de la population. Ah ben justement, le voilà. Un jeune homme mince fait son entrée avec son vélo, qu'il cale dans un coin du hall, et ils partent s'installer dans le petit salon derrière la réception. Je me dis que les choses se goupillent pas trop mal, mais c'était sans compter sur Gérard, qui juge le moment propice pour sortir de sa chambre. C'est à qui ça? Au monsieur là-bas, je lui ai dit qu'il pouvait... Il est venu pour... Il ne me laisse pas le temps de terminer et se dirige vers le salon. Monsieur, vous pouvez pas laisser votre vélo ici. Et d'ailleurs, les visites sont interdites Et je vous passe les détails de l'impérialisme sonore de mon collègue, accompagné de la délicatesse qui le caractérise. Tout cela prend, comme de juste, suffisamment d'ampleur pour faire fuir les deux amis. Les fois suivantes, ils se retrouveront d'ailleurs sur le trottoir glacé devant l'hôtel. J'ai envie de pleurer. Dimanche, 19h50. La charmante Pipelette avec qui je papote parfois s'amène vers la réception avec son lardon. Je sais qu'elle est assistante sociale, qu'elle a des astreintes et qu'elle a parfois du mal à le faire garder. Je me dis qu'elle va me demander de garder un œil dessus le temps que sa voisine de chambre vienne prendre le relais. Mais là, c'est du plus lourd. Ça y est, je pars. Comment ça ? Je déménage. Ils m'ont trouvé un appart vers Bonnefoy. Waouh, mais c'est génial ! Ouais, enfin. Comme tu dis, depuis le temps que t'attendais ça ? Et ouais. Mais bon, ce soir, ça va être la misère parce qu'il va falloir que je bouge toutes mes affaires. Je vais devoir au moins faire 2 allers-retours avec la bagnole. T'avais fini par trouver à te garer, au fait ? Je me souviens que tu m'avais dit que tu galérais. M'en parle pas, depuis que je me suis fait braquer, Tu t'es fait braquer ? Je t'ai pas dit ? Oh putain, l'histoire. Je retrouve la caisse de fonction avec la vitre avant pétée et il m'avait embarqué l'ordi du taf. Je te raconte pas la merde après. Tu m'étonnes. Ça a donné quoi, du coup ? J'ai une autre bagnole, un autre ordi, mais ça n'a pas été simple, tu peux me croire. Entre le dépôt de plainte et le reste... J'imagine. Bref, là j'ai pas trop le temps de causer, faut que je m'active. T'as beaucoup de trucs ? Trop. J'aurais jamais cru que je pourrais amasser autant dans une si petite chambre en un an. D'ailleurs, je voulais te demander, tu veux bien me garder Dylan le temps que je dépose mes trucs là-bas ? Je lui laisse ses coloriages, ce sera pas trop long, je pense. Elle a forcément eu vent de mes séances de dessin avec les deux petites. Je ne peux pas refuser. Pas de souci. Merci, bon allez, je me dépêche. Attends, je t'aide. Je suis ravie pour elle qu'elle puisse enfin emménager dans un appartement, mais d'un point de vue purement égoïste, je suis un peu triste de la voir partir. Cette femme a l'énergie communicative et ses bavardages interminables me donnaient l'impression que le temps passait plus vite. Oui, rien à faire, elle va me manquer. De fait, quand elle a fini ses allers-retours quelques heures plus tard et qu'elle part définitivement, elle laisse un grand vide derrière elle et le hall me paraît soudain bien triste, trop calme. Comme un soufflet qui retomberait piteusement. Bon, je vais aller nettoyer la cafetière alors. Quoi faire d'autre ? Et puis. Il y aurait sans doute encore 1000 choses à voir, à décrire, à penser. Sans compter toutes celles que j'ai pu oublier ou que j'ai été contrainte d'éluder ici. De ce fait, j'aurais certainement pu rester au Paradoxicon encore au moins quelques mois. Voire plus, si j'avais constaté que les conditions d'hébergement des résidents s'amélioraient, si j'avais envisagé pouvoir rendre service à qui que ce soit en y travaillant, ce qui, aux dernières nouvelles, n'aurait pas été inenvisageable. Mais certaines choses ne se choisissent pas. Et des contraintes extérieures m'ont forcé à achever l'expérience plus tôt que prévu.
Je dois remercier celle que j'ai ici appelée Fred de m'avoir soutenue jusqu'au bout. L'un dans l'autre, les événements se sont articulés à leur manière, aléatoires, forcément. Et ce sont eux qui font que cette histoire s'arrête ici. À la réalisation, Émilie Ayer et Justine Goldman. Son, Émilie Ayer. Conseillère scientifique, Laurence Berdaud-Talmier, membre associé aux listes CERS CNRS. Direction scientifique, Daniel Welzerlang, professeur émérite, membre du liste CERS CNRS, et Émilie Fernandez-Montoya, docteur en sociologie et membre du liste CERS CNRS, avec le soutien du LABEX SMS. Avec les voix de Émilie Ayer, Corinne Contamin, Sarah Elgenadi, Émilie Fernandez-Montoya, Robin Fillon, Justine Goldman, Toussaint Guerre, Pauline Lachaud, Myriam M, Philémon M, Léna Nouri-Mazel, Éric Omnes, Ilan Partouche, Aubin Sol, Clément Steele et Daniel Welzerlang. Et bien sûr, l'Observatoire de l'Habitat Indigne remercie la Ligue des droits de l'homme de Toulouse, les États généraux des migrations, le Cercle des voisins et le collectif du chaos.